ça fait aussi partie de la pratique du zen, d'être attentif aux besoins de chacun et d'être bienveillant à l'égard de tout le monde. Alors, je vous dois d'abord une information donc, sur l'historique un petit peu de ce dojo pour le situer. Comme je l'ai dit au début, il existe depuis 1977, créé par des disciples de Maître Deshimaru, que j'ai rejoint il y a maintenant, c'est en 1977. 77, oui, ça fait donc plus de 20 ans. 22 ans, je suis ici. Et ce qui se passe dans le dojo, c'est que nous pratiquons chaque jour la méditation zen, c'est-à-dire le zazen. Je vais le rappeler en quoi ça consiste essentiellement, parce que toute la vie quotidienne, en fait, va consister à essayer de vivre en harmonie avec cette pratique de zazen. Donc la pratique de zazen consiste à s'asseoir sur un zafu, comme on est assis là, jambes croisées, le dos droit, la main gauche dans la main droite, les pouces horizontaux, le tranchant des mains en contact avec le bas-ventre, de se détendre, de rentrer bien le menton, d'étirer la colonne vertébrale et la nuque. Bref, à travers ces différents points de concentration sur le corps que l'on indique au début de la pratique et que l'on se répète constamment pendant la pratique pour revenir à la posture la plus juste possible, on réalise un état d'unité du corps et de l'esprit. Souvent, on vit trop dans sa tête et on n'est pas vraiment dans son corps. Donc, dans la vie quotidienne, déjà la première chose, à partir de la pratique de zazen, c'est d'essayer de revenir à son corps le plus souvent possible, d'en prendre soin et surtout de faire attention à sa posture. Faire attention à sa posture, ça veut dire, quand on est assis, être bien assis, quand on marche, être conscient de la façon dont on marche, conscient aussi de son environnement, présent donc aux autres, attentif aux autres. Il faut faire attention au fait que la pratique de zazen, bien que on est assis face à un mur, on tourne son regard vers l'intérieur, ce n'est pas une pratique nombriliste. La méditation ne consiste pas à s'enfermer en soi-même. Alors, s'observer soi-même, ça consiste à comprendre profondément quelle est l'essence de notre vie. Bien sûr, la première chose que l'on observe pendant zazen, ce sont les pensées qui apparaissent et qui disparaissent, nos attachements, nos illusions, nos causes de souffrance, nos passions. Tout ça vient se refléter dans le miroir de zazen. Donc, la première chose, c'est que zazen il nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes. En même temps, en zazen, on ne bouge pas. C'est-à-dire que ce qui pourrait être une émotion, quelque chose qui pourrait nous inciter à avoir une réaction corporelle, physique, eh bien, on apprend à laisser passer et à revenir toujours à un état de concentration, de sérénité, d'unité avec la respiration, et surtout, fondamentalement, de laisser passer, de ne pas s'attacher. Autrement dit, zazen, Maître Deshimaru disait souvent, zazen n'est pas une méditation. Bien que le mot méditation, maintenant, soit très à la mode, c'est une méditation, si l'on veut, mais très particulière. Il y a quelque chose qui ne va pas? On n'entend pas bien? Oh là là. Bon. Ok, non, je peux parler plus fort. Je n'avais pas l'impression, vu que l'espace n'est pas très grand. Il faut un ampli, alors il faut un bas. J'ai un micro, mais je n'ai pas de bas. Ok, donc, attendez, non, bouge pas, bouge pas. Je vais parler plus fort. Je vais parler plus fort. Donc, du coup, j'ai un peu perdu le fil, là où je m'étais arrêté. Maître Deshimaru disait que zazen n'était pas une méditation. Voilà. Alors ça, c'est un point très important, parce que la méditation est très à la mode à l'heure actuelle, et tant mieux, hein, parce que ça montre qu'il y a de plus en plus besoin d'intériorité, de calme, d'apprendre à se connaître soi-même, de ne pas se laisser emporter par le flot des événements, ne pas se laisser non plus stresser par la vie quotidienne, qui est souvent stressante, parce qu'on reçoit beaucoup de pression, notamment dans le travail, mais aussi dans les contacts avec les autres, dans les transports, dans le fait de conduire sa voiture, etc. Il y a beaucoup de facteurs de stress autour de nous. Et donc, il est très important de pouvoir rester calme, garder sa sérénité dans toutes les circonstances de la vie quotidienne. Et pour ça, ce qui est très important, je n'insisterai jamais assez, c'est apprendre à vivre vraiment dans son corps. Parce que le corps est toujours ici et maintenant, parfaitement présent.
alors que le mental, lui, s'évade constamment ailleurs. Le mental a souvent tendance même à amplifier les phénomènes, à exagérer les choses, à provoquer des émotions, parce qu'on réagit en fonction de son histoire, de sa sensibilité, et des fois un petit événement mineur va prendre des proportions très importantes parce qu'on laisse le mental s'emballer. Et dès qu'on revient au corps, on revient à l'ici et maintenant, et tout se calme rapidement, surtout si on apprend à bien respirer. Donc la pratique de zen dans la vie quotidienne, comme en zazen, c'est d'apprendre à inspirer, expirer profondément et consciemment. C'est-à-dire que quand j'inspire, je suis totalement ce corps et cet esprit en train d'inspirer. Quand j'expire, je suis totalement ce corps-esprit en train d'expirer. Et ça, c'est une des clés fondamentales pour la pratique dans la vie quotidienne. Dès qu'il y a le moindre cause d'énervement, de stress, de tension, expirez. L'expiration, merci beaucoup. L'expiration se fait en poussant sur la masse abdominale vers le bas. Et elle stimule ce qu'on appelle la zone du hara, ou le kikai tanden, cette zone qui se trouve située sous le nombril, un centre d'énergie fondamental en énergétique chinoise, le kikai tanden ou hara. Ce qui permet d'avoir une bonne stabilité nerveuse, mentale dans la vie quotidienne, c'est d'être dans son hara. On dit en français être bien dans son assiette. Ben, bien dans son assiette, c'est bien dans son bassin. Donc, c'est ici le centre vital du corps. Hein. Et à travers la pratique de zazen, on apprend à se centrer dans cette zone-là et donc à y revenir constamment pendant la vie quotidienne. C'est-à-dire, quand on marche dans la rue, eh bien, penser à être un avec son corps qui marche, centré sur son expiration, et en même temps, ça c'est un point extrêmement important de la méditation, c'est qu'on ne doit pas devenir à travers cela égocentrique ou nombriliste, ou même absent par rapport à ce qui se passe autour de soi, avec des œillères tellement concentrées. Il y a des fois des gens qui se trompent sur la méditation, ils deviennent tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne font plus attention aux autres, ils ne font plus attention à leur environnement. Or, ce que Zazen nous fait découvrir, c'est qu'au fond, nous ne sommes que relations. Il n'y a pas au fond de nous une substance, un moi qui soit quelque chose qui permanent, saisissable, indépendant du reste de notre environnement. Nous sommes totalement un avec tout l'univers. Et ça, c'est, dans la pratique du zen, apprendre à se connaître soi-même. Ça se situe à deux niveaux. Le premier niveau, j'y ai fait un petit peu allusion, c'est être conscient de ses motivations, de ses désirs, de ses émotions, de ses pensées, de ce qui nous anime dans la vie. Donc être toujours le plus possible en éveil par rapport à ce qui se passe intérieurement. Mais ça ne doit pas, encore une fois, nous conduire à une attitude introvertie, un peu nombriliste, comme on dit parfois, ou égocentrée. Mais au contraire, à se rendre compte qu'au fond, notre corps, notre esprit n'existe qu'à travers notre totale interdépendance avec l'environnement. Ça se manifeste premièrement dans la respiration. Si on arrête de respirer au bout de 3 minutes, on est mort. Donc, ça signifie fondamentalement que vivre, exister, c'est respirer. Hein. Et être vraiment avec sa respiration, ça peut d'ailleurs rendre le dernier souffle, c'est mourir. Hein. Donc, jusqu'à la fin de notre vie, nous pouvons être attentifs à notre respiration. Et donc, être parfaitement éveillés à l'ici et maintenant de notre existence. En plus, le mérite de la respiration, c'est que, comme elle se renouvelle constamment, si on y est attentif, l'esprit ne peut pas stagner sur quoi que ce soit. Parce qu'il faut toujours revenir à la nouvelle inspiration qui va surgir, à la nouvelle expiration qui va apparaître. Et donc, quelques minutes de respiration consciente dans la vie quotidienne nous éveillent profondément à la réalité de notre vie, c'est-à-dire à notre existence totalement dans l'ici et maintenant et totalement en relation avec les autres. Souvent, ce qui nous empêche d'être véritablement en relation avec les autres, c'est que nous sommes trop préoccupés et trop encombrés par le mental, c'est-à-dire par nos pensées. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un, par exemple,
Et au lieu d'être ouvert à la personne qui arrive, et à sa présence dans l'ici et maintenant, eh bien, immédiatement, on a tendance à commencer à penser à qu'est-ce que cette personne nous évoque, si on l'a déjà rencontrée autrefois. Alors on va se rappeler les souvenirs, ce qu'on a vécu avec elle. Si on a eu un conflit avec cette personne la veille ou l'avant-veille, eh bien tout va nous revenir. Et au lieu de voir la personne comme elle est maintenant, eh bien c'est toutes les pensées qui sont accrochées, qui tournent autour de l'image que l'on a de la personne, qui nous reviennent. Et donc du coup, on n'a pas la capacité d'avoir un esprit neuf, ouvert, et donc accueillant à la vie qui est toujours nouvelle à chaque instant. Donc fondamentalement, la pratique de Zazen, c'est essayer de retrouver constamment un esprit neuf. Vous connaissez le titre célèbre d'un des premiers livres sur le Zen de Suzuki Roshi, Esprit Zen, Esprit Neuf. Hein, c'est donc vraiment la pratique du Zen au quotidien. On se réveille le matin, c'est un jour nouveau qui commence. Même si on a vécu des choses plus ou moins agréables ou désagréables la veille, on ne va pas commencer à ressasser ce qui s'est passé la veille. On va aborder la journée comme une vie ouverte à toutes les possibilités. Et donc, ne pas être dans la répétition. Freud disait que la répétition, c'est la pulsion de mort. Hein. C'est vraiment être, quand on est dans la répétition, quand on ressasse, on n'est pas dans la vie, on n'est pas dans la nouveauté, on n'est pas dans l'instant présent. Et donc, en fait de compte, on vit à côté de la réalité qui est notre présence au monde, toujours nouveau, toujours nouvelle, à chaque instant. Donc, pour pratiquer le zen dans la vie quotidienne, il faut prendre l'habitude de méditer, entre guillemets, c'est-à-dire de faire zazen chaque jour. Autant que possible, il faut essayer de venir dans un dojo, parce que dans le dojo, on pratique avec les autres, ce qui veut dire que on ne pratique pas seulement pour soi-même. Quand on vient au dojo, on amène sa présence, son énergie, sa concentration, que l'on va partager avec les autres. Et donc, plus on est nombreux dans un dojo, d'ailleurs, plus l'atmosphère est puissante. Maître Deshimaru disait toujours, le dojo, c'est comme une cheminée. Plus on met de bûches, plus le feu est lumineux et réchauffant et fort. Donc, être nombreux à venir pratiquer au zazen dans le dojo, c'est pas seulement venir pour recevoir l'enseignement d'un godo, seulement faire son petit zazen personnel, c'est amener son énergie que l'on partage avec les autres pour créer ensemble une atmosphère forte. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ce qu'on appelle la sangha, c'est-à-dire la communauté, est un grand trésor. On parle toujours des 3 trésors dans le bouddhisme, le Bouddha, le Dharma et la sangha. Il se trouve que le Bouddha, Shakyamuni, est décédé il y a 2500 ans. Mais la sangha, elle, est toujours vivante. Le Dharma, le deuxième trésor, souvent on dit que ce sont les sutras, c'est-à-dire c'est le recueil des paroles de Bouddha et éventuellement des maîtres qui lui ont succédé. Mais en fait, bien sûr que c'est le Dharma, mais ce Dharma, c'est l'enseignement au fond de la vie. Qu'est-ce que la vie nous enseigne? Et pour que le Dharma soit vivant, il faut qu'il soit ancré dans la vie quotidienne. Et donc, quand on pratique avec la Sangha, tout ce qui se passe dans la communauté, nos relations avec les autres en particulier, deviennent un grand enseignement. C'est l'occasion de voir comment on fonctionne, de voir comment des fois on dysfonctionne. Les autres sont un miroir pour nous et sont aussi une occasion de pratiquer. Pratiquer la patience, par exemple. Parfois, des personnes nous impatientent. Et dans la vie quotidienne, on peut passer rapidement parce qu'on circule, mais dans un dojo, on est toujours ensemble. Dans une sangha, on se retrouve constamment ensemble. Donc, être patient, c'est apprendre à accepter les autres tels qu'ils sont. Et non pas éviter les jugements. Et en tous les cas, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation avec les autres, autant que possible, il faut le régler ici et maintenant, tout de suite. Ne rien garder. Actualiser constamment. Au fond, il faudrait pouvoir arriver le soir, aller se coucher et n'avoir aucun reste de la journée. Que tout soit et pu être réglé. Et si ce n'a pas été le cas,
en prendre conscience et essayer de régler cela le plus vite possible, de façon à ne pas accumuler de pensées, surtout des pensées négatives, qui vont ensuite brouiller notre relation avec les autres. Un autre aspect de la pratique du zen, c'est qu'il n'y a pas de dualité entre le spirituel et le matériel, le noble et le vulgaire. Souvent, la vie quotidienne, c'est le titre de la conférence, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait à propos des slogans de 1968, c'était métro, boulot, dodo, comme le côté absurde de la vie. On est voilà, comme des animaux économiques et on passe son temps à métro, boulot, dodo. Et il n'y a rien qui jaillit dans la vie quotidienne qui donne un sens à cette vie. Eh bien, dans la pratique du zen, tout prend sens dans la vie quotidienne parce que tout est l'occasion de pratique. Tout est l'occasion de se concentrer. Lorsque l'on marche, c'est pas simplement marcher rapidement pour aller d'ici à là, se rendre quelque part, c'est marcher en pleine conscience, en étant attentif à son corps, à ses gestes, à synchroniser si possible sa respiration avec les mouvements de la marche, et en étant attentif aussi aux autres. Ne pas bousculer les gens, être patient, attendre, etc. Lorsqu'on conduit sa voiture, c'est merveilleux. Malheureusement, je suis obligé de conduire une voiture, ce qui n'est pas très écologique. Mais en tous les cas, j'essaye de faire de la conduite automobile et de la voiture un dojo, c'est-à-dire un lieu de pratique, un lieu dans lequel je m'efforce d'être attentif à ce qui se passe autour. Et dès qu'on n'est pas attentif, on risque l'accident. Donc c'est une merveilleuse occasion d'être totalement concentré ici et maintenant. Alors, on pourrait prendre sa voiture et en se disant « Ah, c'est la barbe, voilà encore un trajet, je vais perdre mon temps, vite, le plus vite possible arriver, quitte à ne pas accorder la priorité aux autres, quitte à conduire trop vite, etc. » Mais si on a une pratique du zen, dans la vie quotidienne, lorsqu'on entre dans sa voiture, c'est comme on entre dans le dojo. À partir de maintenant, je vais me concentrer sur ma façon de conduire, en étant totalement attentif à mes gestes, totalement attentif à mon environnement, respectueux des autres et présent à ce qui se passe en moi, dans mes réactions par rapport à ce que font les autres autour de moi, dans leur façon de conduire par exemple, et aussi attentif à ma façon de m'harmoniser avec la circulation, de réfréner ma tendance à vouloir aller trop vite parce que je suis plus pressé que les autres, je vais passer en premier, etc. Donc, ces petites choses-là, ça peut vous évoquer le fait que dans la pratique du zen dans la vie quotidienne, c'est d'être constamment en pleine conscience de ce qui se passe en nous et dans nos relations avec notre environnement, dans notre action, dans notre manière d'agir. Et finalement, à partir de la pratique de zazen, au fond, les grands enseignements du Bouddha, c'est ce qu'on a appelé les paramitas, hein, les perfections d'un bodhisattva. Par exemple, la première des paramitas, c'est les préceptes. La vie quotidienne, quand on est tout seul sur une île déserte, à la limite, on n'a pas besoin de préceptes. Quand on vit en communauté, quand on vit avec les autres, on a besoin de préceptes pour nous guider dans notre façon d'agir. Je vais rappeler un petit peu ce que sont les préceptes, pas pour faire il faudrait une conférence complète sur les préceptes, mais simplement pour voir le rapport avec la vie quotidienne. Premier précepte, c'est de ne pas tuer. Pas tuer, ça veut dire ne pas agresser, ça veut dire ne pas prendre à la vie. Dans la vie quotidienne, on peut s'interroger par exemple sur ce qu'implique notre façon de nous nourrir. Le fait de manger de la viande par exemple, de manger des animaux. Ça ne veut pas dire qu'il soit interdit de manger de la viande, mais en tous les cas, quand on le fait, on doit se rendre compte que la viande que l'on mange, c'est la mort d'un animal. Mais ne pas tuer, ça veut dire aussi ne pas tuer en parole, par exemple, c'est-à-dire ne pas être agressif avec ses paroles. On peut très bien tuer par des mots, il y a des mots qui tuent, et donc qui deviennent des mots avec un X. Et donc il faut faire extrêmement attention à notre façon de parler aux autres, de façon à les respecter. De ne pas voler. Le précepte de ne pas voler, c'est de ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est l'éveil fondamental du Bouddha, et l'éveil auquel on peut accéder en zazen, c'est de réaliser qu'au fond, rien ne nous appartient. Même ce corps ne m'appartient pas.
il appartient à tout l'univers. Il est constitué des particules de matière, d'énergie qui résultent du Big Bang. Au fond, ce corps-là, il est le résultat de toute une évolution. Et si j'existe dans son corps, c'est par l'interdépendance de tous les phénomènes qui lui ont permis de naître à un moment donné. Donc, prendre conscience de ça, ça veut dire que il faut protéger la vie. Il faut protéger la vie parce que la vie est précieuse, les êtres vivants sont sensibles, y compris les plantes d'ailleurs. Donc en prendre soin de la vie en nous et autour de nous, c'est une pratique fondamentale dans la vie quotidienne. Par exemple, si on oublie de changer l'eau des fleurs ou d'arroser une plante, c'est une manière de ne pas respecter la vie. Inversement, le faire, c'est être respectueux de la vie. Ne pas voler, c'est aussi ne pas être avide. Or, on a souvent tendance à être avide. Pourquoi? Parce qu'on se sent comme s'il nous manquait toujours quelque chose pour être véritablement. C'est notre misère. On a souvent l'impression de ne pas vraiment être. Et donc, on a besoin de s'approprier un certain nombre de choses pour renforcer l'image que l'on a de soi comme un être puissant, comme un être qui existe par lui-même. Alors qu'en fin de compte, ce n'est pas le cas. On est constamment dépendant des autres, en interdépendance avec les autres. Donc, ne pas voler, ça veut dire ne pas être avide, et inversement, pratiquer le don, le partage. Donc tous les préceptes ont un versant négatif, ne pas, et un versant positif, faire. Par exemple, ne pas tuer, c'est protéger la vie. Donc être bienveillant à l'égard de tous les êtres vivants. Ne pas voler, c'est ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, mais c'est pratiquer le don également. Et des fois, si on est avide et qu'on a du mal à donner, qu'on devient avare, c'est parce qu'on a peur de manquer. Mais finalement, ce qui nous manque fondamentalement, qu'est-ce qui nous manque réellement dans la vie pour être heureux? C'est pas de posséder. Bien sûr, on a tous besoin d'un minimum vital, de pouvoir manger, de vivre de façon décente. Mais ce qui nous manque le plus, c'est que notre vie quotidienne ait du sens. Et pour que notre vie quotidienne ait du sens, il faut mener une vie éveillée. Et donc, prendre par exemple les préceptes comme des occasions d'éveil. Et le précepte de ne pas voler, de ne pas être avide, c'est éclairer constamment dans notre vie quotidienne comment nous avons tendance à être avides, à avoir besoin de nous remplir de quelque chose, de posséder, pour nous sentir exister. L'éveil en zazen, c'est s'apercevoir qu'on n'a besoin de rien fondamentalement pour exister. Tel que nous sommes, nous existons. Et donc, ça nous donne une très grande sécurité. On n'a plus peur de perdre, de ne pas être avide, c'est de ne pas avoir peur de manquer. Et en fait, bon, il y a des endroits où il y a des gens qui vivent dans des conditions où ils manquent sérieusement, ils vivent dans la misère, dans des pays extrêmement pauvres, et là, il y a un réel manque. Mais la plupart d'entre nous ici, dans ce dojo par exemple, on ne peut pas dire qu'on manque de quoi que ce soit. On a ce qu'il faut pour vivre, en général. Mais il nous manque un sentiment de plénitude, il nous manque un sentiment de satisfaction, il nous manque le sentiment que notre vie est véritablement réalisée. Et ce manque-là, il provient entièrement de notre manière d'être, dans notre conscience, dans notre esprit, à chaque instant. Et si, à travers la pratique de Zazen, on prend l'habitude d'être pleinement conscient de ce qui se passe dans nos relations avec les autres, et de pratiquer les préceptes d'une manière positive, c'est-à-dire le précepte de ne pas tuer, donc protéger toute vie, le précepte de ne pas voler, c'est pratiquer la générosité, et bien du coup, nos actions prennent sens. Et notre vie devient satisfaisante parce qu'elle est significative, elle est l'expression d'une harmonie avec notre véritable nature. Ce qui rejoint le précepte de ne pas mentir. Mentir, c'est évidemment dire quelque chose de faux, mais c'est surtout se mentir à soi-même, c'est-à-dire ne pas être authentique. La pratique de Zazen nous aide à devenir beaucoup plus transparent à nous-mêmes. C'est-à-dire, en Zazen, on ne peut pas se mentir. Quand on est face au mur et qu'on voit défiler toutes nos illusions, comme des images un peu de rêve, eh bien, on prend conscience pleinement
de ce qui se passe en nous, de nos motivations, et souvent ça revient à éclairer nos ombres. Et éclairer nos ombres, comme je le disais tout à l'heure pendant le cousset, ça aide à les dissiper. Souvent, on a tendance à balayer sous le tapis tout ce qui ne nous plaît pas de nous-mêmes, donc à provoquer ce qu'on appelle de l'ombre, hein, c'est-à-dire du refoulement, de la répression, on met de côté, hein, on ne veut pas voir ce qui ne correspond pas à l'image qu'on voudrait avoir de nous-mêmes et pouvoir donner aux autres de nous-mêmes. Eh bien, en Zazen, on apprend vraiment à éclairer ces ombres et donc à d'être beaucoup plus authentique, déjà vis-à-vis de soi-même. Ensuite, vis-à-vis des autres, c'est d'être attentif à notre manière de nous adresser aux autres. Alors là, il faut faire attention à une chose, c'est que être authentique, ça ne veut pas dire à chacun ses quatre vérités. Parce que sinon, on devient comme le misanthrope de Molière, qui, sous prétexte d'être authentique, dès qu'il avait quelque chose sur le cœur, il le balançait aux autres de manière violente. Et il y a des gens qui sont un peu comme ça parfois dans le zen. Et donc il faut faire extrêmement attention à notre manière de nous adresser aux autres, ce qui fait partie de la pratique dans la vie quotidienne. Donc être authentique, ça ne veut pas dire extérioriser toutes ces émotions au fur et à mesure qu'elles se produisent. Je peux être authentiquement en colère, ça ne veut pas dire que je vais exploser de colère. Je peux ressentir, oui, il y a de la colère en moi. Attention, que cette colère ne devienne pas la source de paroles agressives, de gestes agressifs ou désagréables, d'actions nuisibles aux autres. Donc si j'ai une colère, je vais en prendre soin, essayer de voir d'où elle vient, probablement d'une frustration. D'où vient cette frustration? Et donc la moindre émotion devient un koan. On parle beaucoup des koans dans le zen, c'est-à-dire de révélateurs. Hein. Koan, c'est ce qui montre la réalité de l'instant. Le véritable koan, c'est qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Hein, c'est la question fondamentale. Eh bien, qui suis-je? Ce n'est rien de figé. Ce n'est pas je suis comme ça, comme une espèce de statue de marbre, un ego figé sur lui-même. Qui suis-je? C'est constamment ma façon d'être en relation avec les autres, avec l'environnement. Donc ça change constamment. Ce qui veut dire aussi qu'on peut avoir de gros défauts et s'en corriger. On peut avoir de gros attachements et s'en libérer. Donc l'authenticité, c'est donc à la fois éclairer ses ombres. On parle toujours d'éclairer les ombres, mais éclairer aussi notre véritable nature. Hein. On parle de la nature de Bouddha. La nature de Bouddha, c'est le fait d'être un avec tous les êtres. C'est d'être en unité, c'est-à-dire c'est la vraie nature de notre existence. C'est la réalité. Tous les êtres sont constamment en unité avec leur environnement. Et donc il n'y a pas d'existence séparée. Et donc prendre conscience de ça, être véritablement authentique, c'est être constamment attentif à nos relations avec l'environnement. J'avais fait un jour récemment une conférence sur zen et environnement. Fondamentalement, la pratique du zen, ça va être faire prendre soin de notre environnement, qui n'est pas séparé de nous. Donc, quand je prends soin de l'environnement, je prends soin de moi-même. Si je prends soin de ne pas polluer l'environnement, je prends soin aussi de moi-même. Quand je prends soin des autres, je prends soin de moi-même. D'ailleurs, c'est ce qui rend, par exemple, la pratique du don joyeux, parce que lorsque l'on donne à quelqu'un d'autre, cette personne, généralement, est satisfaite et est heureuse, et nous, par voie de conséquence, nous-mêmes, nous sommes heureux d'avoir rendu quelqu'un heureux en satisfaisant un de ses besoins ou en comblant un de ses manques par le don qu'on lui a fait. Et le don, ça peut d'ailleurs être simplement le temps qu'on consacre, l'attention, l'écoute, pas seulement forcément des dons purement matériels. Alors on pourrait parler indéfiniment de ce thème-là, hein, de ne pas voler et donc d'être dans la pratique de la générosité, de l'interdépendance. Mais on va passer au précepte suivant. Tu ne pas voler, pas mentir. Pas mentir, donc j'en ai parlé, pas mentir à soi-même et dire aux autres. Hein. Je n'ai pas développé le pas mentir. Si, quand même, un peu. Pas de mauvaise sexualité. C'est-à-dire, ça c'est un précepte extrêmement important, parce que la sexualité est à la fois la chose la plus merveilleuse qui soit, parce que c'est la source de la vie,
Sans sexualité, nous sommes des êtres sexués, nous nous reproduisons sexuellement. Sans sexualité, il n'y a pas de vie. Mais sans amour, il n'y a pas de véritable sexualité épanouie. Donc, le domaine de la sexualité, c'est à la fois le domaine dans lequel on éprouve des pulsions parfois qui peuvent être fortes, qui peuvent nous rendre parfois agressifs, possessifs. Autrement dit, autour de la sexualité, toutes les passions peuvent apparaître. Et en même temps, c'est l'occasion de prendre conscience de ces passions autour de la sexualité. Et donc, d'apprendre à canaliser cette énergie fondamentale, qui est l'énergie sexuelle, de manière à ne pas avoir d'acte sexuel sans amour. Pour moi, c'est la clé de tout. Et l'acte sexuel avec amour, c'est l'acte sexuel qui prend soin de l'autre. D'ailleurs, au fond, la vie dans le zen, dans la vie quotidienne, c'est prendre soin de tous les êtres, à tous les niveaux. Alors, particulièrement dans la sexualité, où on est dans un rapport extrêmement rapproché, où les moindres erreurs peuvent blesser l'autre ou au contraire lui faire plaisir. Donc, la sexualité avec amour, c'est vraiment être dans le don, dans le partage, dans l'attention aux autres, y compris, éventuellement, même dans l'abstention. On a envie de faire l'amour avec son ou sa partenaire, l'autre n'en a pas envie. Eh bien, des fois, soi-même, d'autres, on a tendance à assister. Le viol, c'est pas seulement la violence physique de prendre ce que l'autre ne veut pas donner, mais c'est aussi faire violence à une personne qui n'a pas de désir dans le moment de faire l'amour, par exemple. Et respecter ça, donc ça veut dire être capable de lâcher prise avec sa pulsion. Et ça, c'est une grande pratique. Inversement, ça ne veut pas dire qu'il faut refouler ses pulsions sexuelles. Mais il faut essayer de les canaliser. Et puis, s'il n'y a plus de pratique sexuelle dans la vie, eh bien, il y a la sublimation, comme le disait si bien Freud, la sublimation, toutes les grandes œuvres d'art et les œuvres importantes dans l'humanité ont été créées par la sublimation d'une énergie fondamentale qui est fondamentalement une énergie sexuelle. Donc, la sublimation, c'est une manière de canaliser son énergie pour la création soit d'actions, soit d'œuvres qui soient utiles aux autres. Et surtout, dans les relations avec les autres. La sublimation de l'amour, par exemple, de l'amour sexuel, ça va être l'amitié. Cultiver l'amitié, c'est un amour complètement désintéressé. On attend quand même d'un ami qu'il ait la réciprocité, il ne soit pas totalement désintéressé. Mais il n'y a pas de passion dans l'amitié, hein, il n'y a pas de désir avide dans l'amitié. Il y a plutôt un désir de partage. Et donc, dans la Sangha, l'amitié me paraît être une vertu extrêmement importante à cultiver. Ça veut dire vraiment être à l'écoute de l'autre, à l'écoute de ses besoins, solidaire et secourable. Quand il y a besoin, un ami, c'est quelqu'un à qui on peut s'adresser quand on est en difficulté. Hein. Si ça va mal, à qui je peux m'adresser dans la vie? Ben, si on a un ami, on ne se sent pas seul. On sait qu'on va pouvoir, un ami ou une amie, on va pouvoir partager ses préoccupations, on va pouvoir trouver du réconfort, pouvoir trouver de l'aide. Et un ami, c'est quelqu'un qui ne nous laissera jamais tomber dans les difficultés. Donc l'amitié, c'est une vertu fondamentale et je pense que dans la Sangha, on peut devenir des véritables profonds amis parce que, en plus, on partage la même aspiration à la pratique de la voie. Et donc, on peut vraiment s'entraider à s'éveiller les uns les autres. Et des fois, c'est délicat parce que on a tendance à voir beaucoup plus facilement la paille dans l'œil du voisin que la poutre dans son propre œil. C'est la fable de La Fontaine. Et donc, très souvent, dans la Sangha, ce qui se produit, c'est que certaines personnes agissent avec une certaine violence verbale dans les critiques vis-à-vis des autres, parce qu'ils ne supportent pas de voir quelqu'un parler ou agir d'une manière qui nous rappelle quelque chose qu'on aurait tendance à faire ou à dire et qu'on n'aime pas en nous-mêmes. Hein. On est dans la projection, souvent. Et donc, on va être dans la critique
des fois violente, alors que cette critique, elle devrait nous être adressée d'abord. Qu'est-ce qui fait, voilà un excellent cas de pratique avec la Sangha, qu'est-ce qui fait que le comportement de quelqu'un m'impatiente? Il y a sa manière d'être, mais il y a surtout que ça évoque quelque chose en moi que j'ai soigneusement refoulé, que je ne veux pas voir, qui me déplaît. J'ai du mal à canaliser. Et donc l'autre, par ses erreurs, va me faire prendre conscience de ce qu'il y a de faux, de ce qu'il peut y avoir d'erroné en moi, et qu'à cause de ça, justement parce qu'on est dans une sangha spirituelle, on souhaite avoir une attitude la plus juste possible, et donc on a tendance parfois aussi à se culpabiliser de ne pas être aussi bon qu'on devrait l'être. Et donc si on voit quelqu'un qui agit ou parle d'une manière injuste, erronée, eh bien ça nous choque, parce qu'on aimerait voir des beaux exemples autour de nous, mais la chose principale, c'est de soi-même de devenir un bon exemple. Pas en voulant devenir un exemple, mais simplement par le fait que l'on se concentre sur sa pratique juste et que cette concentration sur la pratique, qui n'a pas la prétention de donner un enseignement aux autres, le devienne naturellement et inconsciemment. Tout ça à partir du précepte pas de mauvaise sexualité, comme quoi tout est relié. Non, on ne peut pas séparer. Autrement, les autres préceptes sont aussi très importants. C'est par exemple ne pas se prendre supérieur aux autres, ne pas se mettre au-dessus des autres, et au contraire ne pas abaisser les autres. Hein. Ne pas être orgueilleux, prétentieux. Et ça, il y a une forme subtile d'orgueil spirituel qui se manifeste souvent dans les sanghas, c'est qu'on a tendance à penser parfois qu'on a une meilleure pratique que les autres. Et donc à ne pas respecter la pratique des autres. Et ça, il faut faire extrêmement attention à ça. Et moi-même, en tant qu'enseignant du zen, j'essaye de faire très attention à ça, de ne pas me prendre pour le grand maître qui a mieux compris que tout le monde. Et donc d'être toujours attentif. Je vois que quelqu'un a du mal à respirer. Vous voulez qu'on ouvre les fenêtres ou qu'on mette l'air conditionné? Oui, que vous faisiez. Est-ce que si vous manquez d'air, est-ce que l'air conditionné a été coupé? Il fonctionne? Il fonctionne. Bon. Tout va bien? Bon. Donc, ces deux préceptes, c'est de ne pas critiquer et ne pas s'enorgueillir, sont extrêmement importants dans les relations avec les autres. Et quand on critique, parce que la critique est nécessaire, mais quand on critique, il faut le faire avec énormément de bienveillance et de compassion, c'est-à-dire en se mettant à la place de la personne qui va recevoir cette critique. Et une critique doit être plutôt un conseil ou un miroir, en faisant remarquer à quelqu'un, est-ce que tu penses que c'était juste d'agir comme ça ou de parler comme ça? D'aider chacun à prendre conscience, plutôt que d'attaquer directement sur le mode de la critique, du reproche, en quelque sorte. Et quand je dis ça, je pense à moi également. Je me dis qu'il faut que chacun d'entre nous, et moi en premier, dans mon rôle d'enseignant, je fasse attention à ce que la critique soit toujours positive. Ne jamais avoir de critique destructrice, c'est-à-dire de critique qui ont pour effet de rabaisser les autres, de leur faire honte et les culpabiliser. Ensuite, donc, ne pas être avare. Ne pas être avare, c'est encore un des grands préceptes, mais j'en ai parlé à propos du don. Donc voilà, le contraire de l'avarice, c'est la pratique du don. Il faut comprendre ce que peut vouloir dire l'avarice, c'est-à-dire vraiment la peur de manquer. Hein. Et fondamentalement, la pratique de Zazen, on dit en Zazen, on abandonne corps et esprit dans la pratique de Zazen. C'est-à-dire qu'on abandonne tout attachement dans le Zazen. Et cet abandon n'est pas une perte, mais au contraire une très grande libération. Donc, ne pas être avare, c'est se rendre compte de quoi finalement avons-nous fondamentalement besoin dans la vie. Bien sûr, on a besoin de ce qui permet d'entretenir notre vie, hein, manger, dormir, se soigner, etc. Mais ce dont on a fondamentalement besoin dans la vie,
c'est de sens, c'est de mener une vie qui ait du sens. Et je pense que la pratique du zen dans la vie quotidienne, c'est une bonne manière de pratiquer cette vie quotidienne, non pas comme le quotidien, c'est tout ce qui est ennuyeux, galère, dont il faut essayer de se débarrasser pour accéder à des activités plus nobles, plus valorisantes. Au contraire, dans la pratique du zen, notamment dans une séchine, on s'aperçoit que dans une séchine, on doit tout faire par nous-mêmes, on n'est pas à l'hôtel. Et donc, on doit faire la cuisine, on doit faire le ménage, on doit s'occuper de tout ce qui permet le fonctionnement de la communauté. Eh bien, à travers ça, on a une pratique notamment du samu. Samu qui veut dire servir. Samu, c'est le travail au service de la communauté. Or, généralement, dans la vie quotidienne, le travail est surtout un gagne-pain ou une occasion c'est nécessaire, bien entendu, aussi une occasion de se valoriser, d'acquérir une position sociale, et aussi souvent, parce que les tâches sont répétitives, parce qu'on n'a pas toujours un travail qui correspond à vraiment ce qu'on a envie de faire dans la vie, on a souvent tendance à considérer le travail, au sens étymologique du terme, en français, qui veut dire torture. Tripalium, c'est l'origine du mot travail, c'est la torture. Et donc, transformer le travail, qui peut être une véritable torture, une source de frustration, qui fait qu'on attend avec impatience le soir et le week-end pour enfin se livrer à des activités de loisirs qui nous comblent davantage, eh bien, faire en sorte dans la vie quotidienne que le travail soit fait avec concentration, indépendamment de la valeur du travail lui-même. Même s'il s'agit de balayer, de nettoyer les toilettes dans un temple zen, c'est le samu, un des samus les plus prisés, parce que justement méprisé en général dans la vie. Et donc, celui qui nettoie les toilettes, en Inde, c'est les hors-castes qui font ce genre de tâches sales. Eh bien, dans un monastère zen, celui qui nettoie les toilettes, d'ailleurs on le fait à tour de rôle, eh bien c'est quelqu'un qui est un grand bodhisattva, qui a une pratique vraiment dévouée à la communauté et qui permet de lâcher prise avec le dégoût qu'on peut avoir de ce qu'on est en train de faire, et finalement de prendre soin, indépendamment de nos jugements de valeur, de ce que l'on est en train de faire. Il y a des travaux qui peuvent paraître absurdes. Par exemple, autrefois, il y avait des poinçonneurs de tickets dans le métro. C'était l'exemple du travail absurde. Faire des petits trous, comme dans la chanson. Il y a quelqu'un qui fait ça, qui fait un travail qui apparemment n'a pas grand sens, consiste à encaisser par exemple ou à vérifier que les gens payent bien leur ticket de tram, eh bien ça peut se transformer en un travail extrêmement valorisant si on prend soin, par exemple dans le cas du contrôleur, du confort des passagers, de l'ordre dans lequel ils vont entrer et descendre du tram ou de l'autobus, être attentif aux autres à travers le travail que l'on fait, qui consiste à soi-disant contrôler, mais surtout à veiller à ce qu'il y ait une bonne harmonie dans les transports en commun. Donc on peut trouver dans tous les travaux, réfléchissez bien, mais vous verrez, je pense que je vais m'arrêter de parler là parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir un échange, mais je pense que dans tous les travaux de la vie quotidienne, on peut trouver un sens profond à partir de la pratique de Zazen, si on se rend compte qu'un travail, c'est l'occasion d'être pleinement présent ici et maintenant à ce que l'on fait, et de le faire comme un service rendu aux autres. Donc, dans le sens profond de notre interdépendance avec les autres, et comment s'insérer dans ce grand jeu de l'interdépendance de la manière la plus fructueuse possible pour notre environnement. Et le dernier des grands préceptes, c'est de ne pas calomnier les trois trésors. Si on peut dire, c'est le précepte de la foi. Les trois trésors, c'est ce qui a le plus grand sens pour les gens qui pratiquent la voie du zen, c'est-à-dire le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Eh bien, ne pas calomnier les trois trésors, c'est respecter le Bouddha en chacun. Respecter le fait que tous les êtres, non seulement ont la nature de Bouddha, mais sont la nature de Bouddha. Et nous-mêmes sommes la nature de Bouddha, c'est-à-dire le fait d'incarner en nous l'interdépendance universelle. Nous sommes une parcelle de l'énergie cosmique. Nous sommes des êtres de relation et d'interdépendance. Donc,
vraiment, la nature de Bouddha, c'est d'être constamment conscient de cette interdépendance et d'en prendre soin, d'en tenir compte. Et donc, évidemment, on se réfère à Bouddha comme le grand enseignant, mais ce qu'il a enseigné fondamentalement, c'est apprendre à se connaître soi-même, apprendre à s'oublier soi-même, oublier son petit ego, et apprendre à vivre en harmonie avec notre véritable nature. Alors on l'appelle nature de Bouddha, mais en fait, c'est notre nature, c'est la nature de tous les êtres, hein, c'est l'interdépendance. Et le dharma, c'est donc l'enseignement qui en résulte, mais tout le propre même de la pratique du zen, c'est de considérer tous les phénomènes de la vie quotidienne comme un enseignement. Tout ce qui se passe, c'est un enseignement. C'est l'occasion de prendre davantage conscience de comment nous fonctionnons, comment nous sommes en relation avec notre environnement, et comment souvent on dysfonctionne, et d'essayer d'en tenir compte. Voilà, et c'est la raison pour laquelle le troisième trésor, donc la Sangha, est vraiment un grand trésor. Et alors là où il faut faire attention, c'est que la Sangha, ça ne doit pas être des amis spirituels limités à un petit cercle de gens qui pratiquent le zen au dojo ici, par exemple, mais la Sangha a vocation d'être la communauté humaine en général. Donc considérer tous les êtres comme des frères de la Sangha, potentiellement des êtres qui peuvent aussi pratiquer la voie, mais ce n'est pas nécessaire. En tous les cas, se sentir vraiment faisant partie de la même grande famille humaine, et même de la même grande famille des êtres sensibles, au-delà d'être humain ou animal ou végétal. Et donc du coup, respecter ces trois trésors, c'est au fond respecter ce qui peut donner à notre vie le sens le plus profond. Ce qui revient finalement à retrouver la dimension religieuse au fond de nous-mêmes. À l'heure actuelle, les religions ont beaucoup fauté et perdu beaucoup de leur crédibilité parce qu'elles ont perdu souvent, en tous les cas, leur sens profond, qui est de nous faire être solidaires avec tous les êtres, de nous faire être dans une attitude de compassion, d'amour, de tolérance profonde vis-à-vis de tous les êtres. C'est ça qu'enseignait le Christ. Donc c'est ce que nous devons constamment nous rappeler, et c'est ce que le fait de vivre en communauté dans la Sangha nous aide à réaliser, parce que là, on a des rapports quotidiens et très rapprochés, mais en fait, il faut essayer de considérer que tous les êtres sensibles sont notre Sangha, notre famille. Hein, et dans ce cas-là, éprouver de la bienveillance, de la compassion à leur égard. Et quand on n'en éprouve pas, quand au contraire on s'aperçoit que ce n'est pas le cas, mais à se demander quel est l'obstacle qui a surgi en moi qui fait qu'à ce moment-là, j'ai manqué de bienveillance, que j'ai manqué de compassion. Et apprendre à lâcher prise avec ces obstacles, de façon à avoir une vie le plus juste possible. Voilà, sans pour autant se culpabiliser quand on fait des erreurs. Il faut être aussi bienveillant vis-à-vis de soi-même, avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même, parce que quand on fait des erreurs, c'est soi-même qui en sommes les premières victimes en général. Et donc, avoir de la compassion vis-à-vis de soi-même, c'est apprendre à mener une vie juste. Voilà, c'est ce que je nous souhaite à tous de réaliser. Et puis j'ai peut-être manqué de compassion en vous parlant trop longtemps. Donc je serais très heureux si c'est vous qui maintenant allez m'apporter vos réflexions et vos questions. Pour consacrer encore 10 minutes, un quart d'heure. Oui. Par rapport à tous vos préceptes, donc toujours choisir la vie plutôt que la mort, le bien plutôt que le mal, ne pas voler, tout ça. Je vais prendre juste un exemple, ne pas tuer. Mais dans la vie, on voit, enfin, les animaux se tuent les uns les autres, tout ça. Alors si je me retrouve, c'est juste un exemple, hein, face à une situation où je vois un loup qui attaque une chèvre. Alors qu'est-ce que je fais? Soit je tue le loup pour sauver la chèvre, donc je mets la vie du côté de la chèvre, ou soit je laisse le loup manger la chèvre parce qu'il en a besoin pour revivre, et en plus il va nourrir aussi sa tribu et d'autres animaux. C'est juste un exemple, mais on est toujours, très souvent en tout cas, dans des situations un peu ambiguës. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai. C'est un cas un peu radical, mais c'est pareil aussi dans la vie de tous les jours, ne pas mentir, ne pas voler, oui. Ne pas se mettre en colère, et tout ça. Oui, attends, parce que là, il ne faut pas tout mélanger. Oui. En ce qui concerne un animal
qui est carnivore, il est certain qu'il doit tuer pour manger. Ça fait partie de ses gènes quasiment, et s'il ne tue pas, il meurt de faim. Hein. Et donc, on peut pas. Moi, je pense que dans ce cas-là, il faut laisser faire. C'est ce qui se passe dans les réserves naturelles. Dans les réserves naturelles, on n'empêche pas les lions de manger, de tuer les gazelles, hein, parce que sinon, c'est les lions qui mourraient. Et que je peux agir, j'aurais tendance à vouloir sauver le plus faible aussi, peut-être. Oui, moi, je pense que dans ce cas-là, il faut ne rien faire. Il faut ne rien faire. Mais c'est difficile parce que on a tendance à avoir de la compassion pour le plus faible, et donc forcément, on va vouloir protéger un animal vis-à-vis d'une bête de proie. Mais à ce moment-là, vous privez cette bête de proie de sa nourriture. Donc essayez d'avoir aussi de la compassion pour celui qui a faim. Et ce n'est pas de la méchanceté, les animaux n'ont pas de méchanceté ou de cruauté. Nous, on projette nos images intérieures sur les comportements des fauves. On trouve qu'ils sont cruels, qu'ils sont violents, etc. Mais il n'y a pas de violence, il n'y a pas de cruauté chez les animaux. Peut-être chez certains animaux domestiques, hein, qui prennent peut-être des mauvais travers des hommes. Des chats qui s'amusent à torturer les souris, par exemple. Hein, par exemple. Mais un animal qui veut se nourrir, s'il est carnivore, il faut qu'il tue. C'est naturel. Mais nous avons le choix, étant omnivores, de réduire en tous les cas notre consommation de viande, de réduire ce qu'à travers notre façon de nous nourrir contribue à la souffrance animale, et donc essayer de le faire le plus possible. Voilà. Mais il ne faut pas non plus se rendre malade. Si on a besoin de manger la viande, on peut aussi en manger. Il faut simplement essayer de réduire, au moins, à chaque fois qu'on s'abstient. Je parlais tout à l'heure du précepte de ne pas donner. S'abstenir, c'est donner, souvent. Ne pas prendre. Hein. Par exemple, De Gaine prenait cet exemple. Si vous marchez sur un chemin et qu'il y a une belle fleur, vous pouvez avoir envie de l'accueillir pour la mettre sur votre vase chez vous. Mais ne pas l'accueillir, c'est un don. Parce que vous la laissez pour la contemplation des autres. Pour elle-même, mais aussi pour la contemplation des autres. Et donc, voilà, ça répond à ta question. Mais ça nécessite, c'est vrai que c'est délicat, s'empêcher d'intervenir pour qu'un animal de proie agresse, tue finalement ce qui va être sa nourriture, c'est difficile. Voilà. Il faut avoir la compassion pour les deux dans ces cas-là. Pour celui qui a besoin de se nourrir et puis la victime. Peut-être aider la victime future à s'échapper, hein, par exemple. Mais de toute façon, ça veut dire que l'animal qui a faim, il va chercher une nouvelle proie. S'il y en a une qui lui a échappé, il va chercher la suivante. Donc tant qu'il n'aura pas étanché sa faim, il sera obligé de tuer. C'est malheureusement son instinct et sa condition de survie. D'autres questions? Oui. Dans votre conférence, il revient souvent les mots attentif, attention, bienveillant. Est-ce que l'application du zen dans notre vie quotidienne serait en quelque sorte de passer au tamis du bouddhisme zen, nos comportements, et surtout, de quoi? J'ai pas entendu le verbe. Passer? Passer au tamis, comme le tamis de la cuisine. Tamiser. Ah, au tamis, j'ai pas compris, je pensais passer au tamis toutes nos actions, oui. dans notre vie quotidienne. Oui. Est-ce que c'est pas avant tout d'être attentif, d'être bienveillant au sens veiller correctement, voir correctement ce qui se passe en soi? Oui. Est-ce que c'est pas un des premiers messages de votre intervention? C'est comment moi, dans ma vie quotidienne, je peux appliquer les préceptes zen, d'abord en étant attentif. Absolument. En veillant à ce qui se passe en soi. Absolument. Si, absolument. D'ailleurs, un des sutras les plus importants du Bouddha, c'est le Satipatthana Sutra. C'est le sutra de l'attention. Je vous le recommande, il y a seulement une dizaine de pages. Et c'est vraiment tous les aspects de la pratique de l'attention. Et être attentif, finalement, c'est être éveillé. Hein. Donc, et au contraire, être négligent, c'est risquer toutes les erreurs possibles et imaginables. Jusqu'aux accidents de voiture qui font qu'on va tuer quelqu'un. Moi, je connais quelqu'un qui maintenant est tétraplégique à cause de l'inattention d'une personne qui conduisait la voiture, qui n'a pas été attentive à son propre besoin de sommeil. Hein.
Vous voyez jusqu'où ça va. Et donc, elle aurait dû s'arrêter, dormir. Elle ne l'a pas fait. Son manque d'attention à soi-même, et donc finalement à sa façon de conduire, a provoqué une vie ruinée. Donc l'attention, c'est vraiment essentiel. Et quand on pratique Zazen dans un dojo le matin, on commence à être attentif à ses gestes. On entre du pied gauche, on ressort du pied droit. Des fois, il y a des gens qui pensent qu'on est formaliste parce qu'on a des règles extrêmement minutieuses. Mais c'est uniquement justement la compassion pour chacun d'apprendre à être attentif. Hein. Et donc, par exemple, le célèbre maître zen Joshu, quand on lui demandait quelle était l'essence du zen, t'as mangé ta soupe? Oui. Alors va laver ton bol. Sois attentif à ça. Ici, quand nous mangeons, nous devons laver immédiatement ce que nous avons utilisé pour manger. Laver notre verre quand on a bu. Et alors, bon, ça commence par des petits gestes comme ça va jusqu'à des choses beaucoup plus importantes, évidemment, hein, d'être attentif à ce qui, à notre manière d'être généralement dans la vie, quoi. Oui. Est-ce que la pratique du Zazen est compatible avec ces convictions religieuses? Oui. Non seulement compatible, alors, ouais. Merci pour votre question, parce que c'est plus que compatible. Plus que compatible. Nietzsche disait Dieu est mort. Hein. Pourquoi Dieu est mort? Parce que ça veut dire que cette dimension religieuse de la vie, qui est pour moi la dimension fondamentale, ne vit plus véritablement dans notre cœur, dans notre esprit, dans la société moderne, pour beaucoup de gens. Hein. Heureusement, il y a encore des religions qui inspirent et qui sont pratiquées. Mais trop souvent, il y a eu trop d'erreurs au niveau des religions instituées, des institutions religieuses, des églises, qui fait que beaucoup de gens se sont détachés de ces religions parce qu'ils ont estimé que les gens qui les représentaient les avaient trahis, les trahissaient. Et puis on voit constamment des phénomènes de ce genre qui font douter, qui font perdre la foi religieuse. Alors la pratique de Zazen ne demande pas de croire en Bouddha plutôt qu'en Dieu, parce que Bouddha n'est pas un Dieu. Bouddha, même s'il trône sur l'autel, il est simplement le symbole de la pratique de Zazen, le symbole d'une pratique éveillée. Et donc, il est un exemple pour nous. Mais un exemple pour avoir une attitude religieuse dans la vie, c'est-à-dire une attitude de se sentir constamment relié aux autres, et une attitude donc de respect, d'amour, de protection de la vie, de bienveillance, qui est fondamentalement l'enseignement du Christ, par exemple. Donc, le zen, non seulement n'est pas contraire aux religions, il ne prend pas position sur les croyances religieuses, mais il invite à revenir à l'essence de l'esprit religieux, à l'esprit qui a inspiré les fondateurs de religions. Et généralement, c'est un esprit fondamentalement, l'esprit religieux, c'est l'esprit qui consiste à faire prendre conscience que notre ego n'est pas le centre du monde, que nous sommes des créatures, que donc nous sommes constamment dépendants et reliés à ce qui est bien plus grand que nous, au-delà de nous. Ce qui fait que les musulmans se prosternent 5 fois par jour, mais Deshimaru disait, c'est la religion musulmane deviendra forte au XXIe siècle parce qu'ils pratiquent les prosternations. Alors il y a eu après toutes les déviations, l'extrémisme, fanatisme, etc. Mais fondamentalement, la religion, c'est d'apprendre à se prosterner face à ce qui est plus grand que nous. Et Dieu, c'est ce qui est toujours plus grand que nous. C'est au fond quoi? C'est la dimension de la vie qui est au-delà de notre petit ego. Autrement dit, la pratique de Zazen vise à ouvrir cet ego pour le faire accéder à une prise de conscience qu'il y a quelque chose qui le dépasse infiniment. Et que ce quelque chose, cette existence qui est cette totale interdépendance de tous les êtres les uns avec les autres, c'est vraiment ce avec quoi nous avons à nous harmoniser. En pratiquant ce qu'enseignent toutes les religions en général, hein, c'est l'amour, les préceptes, etc. Et donc, pour par exemple un chrétien ou un catholique qui pourrait avoir des doutes sur l'enseignement religieux qu'il a reçu dans son enfance, je pense que la pratique du zen, moi ça a été mon cas, redonne un sens profond religieux dans la vie, au sens de nous sentir vraiment reliés à ce qui est au-delà de notre petit ego. Et ça, c'est fondamental. L'égocentrisme est vraiment le péché par excellence, hein, la faute, l'erreur.
Parce que ça ne correspond pas à la réalité. Nous ne sommes pas le centre du monde et nous avons du mal à nous défaire de cette idée que nous le serions. Oui. Moi, je me pose une question dans le quotidien, la vie sur Terre, autour de moi. La difficulté quand on a en face quelqu'un d'hostile. Quelqu'un d'hostile, oui. Alors, des fois, comme vous l'avez dit, cette hostilité, ça peut être une espèce de miroir de on ne sait plus qui a commencé, il y a eu une hostilité. Mais on voit quand même qu'il y a de plus en plus de tendance de force à la division, à l'hostilité entre les gens qu'on oppose, qu'on divise. Donc là, on comprend que, en théorie, les aides, je dois accueillir même l'étranger, le pape a pardonné au mec qui voulait le tuer. Donc il y a de compassion qui peut aller très loin. Mais je me pose la question de quelle est l'attitude de celle qu'on voit par rapport à une hostilité. Eh bien, il faut essayer de se mettre à la place de la personne qui nous est hostile et se demander qu'est-ce qui déclenche l'hostilité chez elle. Et, hein? Oui, simplement être si cette personne éprouve de l'hostilité à mon égard, c'est qu'il se passe quelque chose dans notre relation. Je lui évoque quelque chose, ou j'ai fait quelque chose, je lui ai dit quelque chose qui l'a mis en colère, qui la dérange. Donc essayer de comprendre la cause de cette hostilité, de façon à pouvoir les désamorcer. Quand on conduit, je ne connais pas la personne, mais on conduit de manière dangereuse même pour moi, hostile vis-à-vis de moi, là, je ne la connais pas. Oui. Et là, on a tendance à être en colère et à presque avoir envie de lui rentrer dedans pour le punir. Non, moi, le premier aujourd'hui, je suis plutôt zen au volant, mais je me rends compte que petit à petit, si je me retire de ça, ça devient de plus en plus dangereux parce que les gens empiètent de plus en plus sur les règles de sécurité. Donc il y a un équilibre qui est difficile à trouver. En m'effaçant, je crée de nouveaux dangers. Oui, mais alors à ce moment-là, il faut s'effacer tout en éveillant les autres. Faites un appel de phare, par exemple. C'est un appel de phare, ou un petit coup de klaxon, c'est rappel. Parce que les gens qui font une erreur de conduite, ils peuvent très facilement prendre conscience qu'ils ont fait une erreur. Donc il faut constamment essayer de rappeler, mais de la rappeler de manière douce. Parce que si ça consiste à avoir accéléré, doubler l'autre et lui faire une queue de poisson, ça ne marche pas, quoi. Ça, c'est pas... Et face à l'hostilité, moi je me suis trouvé dans des situations, en voyageant seul dans le monde, dans des moments où j'avais vraiment l'impression d'être en danger, d'être avec des gens hostiles, simplement parce que peut-être ils étaient violents, ils avaient trop bu, ou ils voulaient quelque chose de moi. Et je me suis toujours efforcé de désamorcer cette hostilité. Je n'ai jamais eu besoin de me confronter à la violence grâce à ça. Mais essayer de désamorcer l'hostilité en comprenant qu'est-ce qui se passe chez l'autre, qui fait que brusquement, il manifeste de l'hostilité. Hein? Ce n'est pas toujours possible, mais en tous les cas, ne jamais répondre à la violence par la violence. Ça ne fait que amplifier. D'autres questions, oui? Vous avez démarré la conférence en disant que dans la pratique du zazen, il ne fallait pas rester dans la mentalisation, il fallait que ça s'exprime aussi par le corps. Mais quand on fait zazen, on est assis, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que vous pouvez me dire comment justement ça se répercute sur notre corps, en fait, comment sortir justement de cette mentalisation pour aller que le corps aussi ressent? C'est d'essayer, au niveau de la conscience, de ne pas être fixé sur ses pensées, de faire descendre l'attention qui est généralement dans le mental, c'est-à-dire dans les pensées qui surgissent, qu'on observe et dont on s'empare et que l'on rumine, ramener aux sensations corporelles, revenir aux sensations du corps, ce qu'on appelle les sensations proprioceptives, c'est-à-dire les messages que le corps nous envoie. Comment je suis dans mes pieds, comment je suis dans mes cuisses, dans mes genoux, dans mon ventre. Ça vous dit quelque chose? Mais c'est pas facile, je trouve. Non, mais c'est pas facile, mais parce que la pratique du zen consiste à essayer de revenir à une condition normale, comme disait Maître Deshimaru. Et souvent, on n'est pas vraiment dans une condition normale dans la vie quotidienne. Alors si on est un peu tordu, pour redresser ce qui a été tordu, ça demande un petit effort, des fois un grand effort. Il faut de la patience, mais il ne faut pas se dire que parce que ce n'est pas facile, ça ne vaut pas la peine d'être fait. Au contraire, parce que ne pas essayer de redresser ce qui est tordu, c'est risquer d'être de plus en plus tordu. Et donc de plus en plus souffrant, finalement. Parce que ce qui dysfonctionne en nous provoque de la souffrance, en nous, et surtout chez les autres. Et donc, finalement, ça devient un cercle vicieux après. Ça répond à votre question?
Ben, c'est la pratique, oui. Mais il n'y a rien qui rend la vie plus intéressante que d'en faire un terrain de pratique. Les enfants aiment jouer. Jouer, ils apprennent à vivre à travers le jeu. Hein. Ils pratiquent le jeu pour un enfant, il apprend à vivre. Eh bien, nous, on devrait considérer notre vie quotidienne comme un terrain de jeu, un grand terrain de jeu. Comment, dans la vie quotidienne, s'exercer à jouer en harmonie, en respectant les règles, en quelque sorte, les règles du jeu. C'est bon? Eh bien, on a assez joué. Ah, non, quelqu'un qui est resté silencieux. Tout à l'heure. Ben, relancez la partie. Pas du tout. Tout à l'heure, tu as dit, Deshimaru a dit, Zazen n'est pas la méditation. Oui. Qu'est-ce qu'il entend? Ben, en ce sens que Zazen ne consiste pas à ruminer des pensées. Méditer, si vous regardez méditer dans un dictionnaire, généralement, c'est se concentrer dans une réflexion sur un sujet que l'on cherche à approfondir par la pensée consciente. Hein. Et donc, on va décortiquer la pensée en question et consciemment essayer de comprendre ce qu'il en est. Et donc, c'est un effort conscient du mental pour analyser les choses. Et en ce sens-là, Zazen n'est pas une méditation parce qu'on ne s'appesantit pas sur les pensées qui surgissent. Si vous faites une psychothérapie, une psychanalyse, vous allez être invité à aller dans l'introspection et donc analyser pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai fait ce lapsus, etc. Dans le pratique du Zazen, on ne se demande pas pourquoi. On prend simplement conscience du comment. Qu'est-ce qui se passe ici et maintenant? C'est tout. Et surtout dans le physique. Comment? Et surtout dans le physique, puisqu'on doit poser le mental. Oui. Puisqu'on doit laisser passer les pensées. Oui. Donc on revient chaque fois aux réactions du corps physique. Le corps physique et la respiration. Oui, c'est ça. Oui. Et ça va ensemble. Il n'y a pas de physique sans respiration. Voilà, c'est ça. Mais même, pas seulement, on est aussi conscient des pensées. Mais une pensée, au lieu qu'on s'en empare et qu'on médite sur cette pensée, c'est-à-dire qu'on la ressasse, qu'on la décortique, qu'on essaie de l'analyser, etc., on prend simplement conscience de cette pensée. Il y a cette pensée en moi. Voilà. Éventuellement, on peut très vite, intuitivement, voir d'où ça vient, d'où elle vient, d'où me vient cette pensée. Mais pas beaucoup plus que cette question-là. Qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Et hop, essayer de rapidement de revenir à un état d'ouverture, de disponibilité, de ne pas fermer l'esprit sur un objet mental. Voilà. Parce que de toute façon, en fin de compte, toutes les pensées sont impermanentes et n'ont pas de substance propre. Sont simplement le fruit d'un jeu d'interdépendance. Donc si on comprend ça fondamentalement, on ne va pas avoir tendance à ruminer les pensées. On va pouvoir les laisser passer. Et être capable de laisser passer, c'est une grande liberté. Ouais. Je pensais que à ce moment-là, la réflexion sans être philosophique, réfléchir, ouais. c'est quelque chose qui serait négatif. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais le moment du Zazen, le temps du Zazen n'est pas un temps d'une réflexion. Pour arrêter le moteur. Oui, c'est ça. Sinon, la réflexion elle-même aussi, elle peut se faire. Mais la réflexion est très importante. D'ailleurs, dans les monastères zen, il y a généralement une conférence par jour, un enseignement d'1 heure, et il y a au minimum 1 heure de lecture en bibliothèque. La bibliothèque fait partie du monastère. Donc, quand on est en train de lire un sutra dans un monastère, c'est un temps de réflexion. Hein. Mais la réflexion, donc, autrement dit, chaque jour, on devrait consacrer effectivement 1 heure ou 2 à réfléchir. Mais ce n'est pas le cas pendant Zazen. Voilà. En Zazen, il y a une certaine forme de réflexion, mais qui se fait dans l'immédiat. C'est-à-dire, c'est le phénomène du miroir. Zazen nous réfléchit constamment. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça la réflexion du Zazen. Alors après, si on veut analyser le pourquoi et le comment, etc., alors là, ça devient une réflexion consciente, c'est autre chose. C'est peut-être une méditation, du coup. Mais ce n'est pas le Zazen. Ouais. Je vois qu'il y a déjà des gens qui ont besoin de s'en aller, parce que ça a duré très longtemps. Ouais. Merci de votre attention. Et le plus important, après, c'est de pratiquer.
Donc vous êtes venus ici, la moitié des gens parmi vous sont des gens pratiquants, d'autres pas. Sachez que c'est ouvert à tout le monde, qu'il n'y a pas besoin d'une préparation spéciale, que si vous voulez quand même avoir des explications plus détaillées sur la façon de pratiquer, venez plutôt le mercredi soir à 7h30, où nous consacrons 3/4 d'heure à expliquer vraiment le fonctionnement. Et une fois par mois, il y a un samedi après-midi, 2 heures d'initiation approfondie. Mais sinon, même si vous venez n'importe quand, on prendra au moins 5 minutes pour vous expliquer comment pratiquer. Et donc, vous pouvez vous insérer dans la pratique très rapidement. Voilà, merci de votre attention. Bonne fin de semaine. Forme de méditation ou c'est Oui, c'est le zazen. Oui, le zazen et la marche en quinine. Voilà. Et la cérémonie, il y a une cérémonie à la fin. On explique aussi le sens de la cérémonie. Merci.